The name's Bond. James Bond. Je pense que je prends pas trop de risques pour dire que normalement, d'une façon ou d'une autre, quelle que soit ta génération, à part si tu ressembles à ça ou ça, tu connais 007. Mais il y a un truc qu'on retient, c'est que selon les époques, on va tous avoir notre James Bond, qui va nous faire préférer une interprétation ou l'autre. Parce que forcément, il va prendre les codes de cette génération qu'il incarne. Et c'est ça qui est intéressant, parce que le but d'un personnage qui laisse son impact dans les mémoires, c'est qu'on puisse s'identifier et donc un petit peu vouloir lui ressembler. Mais ça, on y reviendra dans la suite de la vidéo. Alors, ce qui veut dire par exemple, c'est que moi, James Bond, au final, c'est beaucoup plus Daniel Craig et Pierce Brosnan un peu que Sean Connery. Ah oui, désolé, en 1970, moi j'avais moins 20 ans. C'est pas pratique pour se sentir dans l'actualité. Mais c'est quand même ouf quand on analyse de pouvoir sentir toutes les différences selon ce qu'on attendait ou pas de l'agent anglais. Parce que James Bond, c'est plus qu'un simple personnage de cinéma. C'est une icône, un mythe qui traverse les générations depuis plus de 60 ans. Pour ça, on va faire un rappel ultra rapide. 007, c'est un personnage de roman créé en 1953 par Ian Fleming, qui est justement un ancien espion britannique qui s'inspire de son expérience pour donner vie à un héros froid, efficace et amateur de luxe. Son premier roman, il va s'appeler Casino Royale, que tu retrouveras d'ailleurs au cinéma avec l'interprétation de Daniel Craig. Mais il faut savoir, si tu t'es jamais penché sur la question, qu'il avait déjà été réalisé sur le petit écran grâce à Barry Nelson en 1954. Et justement, tant qu'à parler d'adaptation, c'est en 1962 avec James Bond contre Dr No que notre agent arrive sur grand écran avec Sean Connery dans le rôle principal, et ce sera le début d'une longue succession de films, d'aventures et surtout d'acteurs tous très différents les uns des autres. Et au travers de ces films, on va y retrouver les codes qui feront le succès de la saga. Un espion britannique au flegme impeccable, des gadgets sophistiqués, des voitures stylées, des méchants iconiques pour la plupart, des conquêtes féminines à l'appel, parce que oui, les femmes dans James Bond, c'est important. Pour te rendre compte, James Bond c'est devenu l'une des franchises les plus emblématiques du cinéma, avec 25 films officiels et 6 acteurs différents ayant porté le smoking de l'agent 007. Mais pourtant, après 60 ans d'existence, James Bond, est-ce qu'il est toujours un héros adapté à son époque et qui donne envie d'être soi-même un agent secret et d'embrasser ses valeurs? Est-ce qu'il peut encore séduire un public qui a évolué avec des standards différents et aussi gagner face à la concurrence des autres franchises qu'on va retrouver au cinéma? Et ben, il n'y a qu'une façon de le savoir, c'est parti. Bon, mais avant de continuer, cette vidéo est sponsorisée par FlexiSpot. Parce que quand on passe des heures à bosser ou à créer du contenu, ou même tout simplement quand t'es au bureau, avoir un setup confortable, c'est essentiel. Et donc j'ai pu installer ce bureau assis debout FlexiSpot E7 Pro, et franchement, c'est un game changer. Déjà, il est super stable, et comme tu peux le voir, vu tout ce que je mets sur mon bureau avec les écrans, les lumières, il va pas bouger, balancer, etc. Et ça, même quand il est complètement levé. En même temps, quand tu vois les pieds, il supporte 160 kg. Et je peux te dire que rien que quand tu dois le monter, tu le sens que c'est solide. Donc clairement, tu peux poser ton setup et bien plus sans te poser de questions. Le moteur, il est hyper fluide, silencieux, et t'as une mémoire de hauteur, donc si tu appuies sur un bouton hop, il s'adapte direct à ta position préférée. Et le gros point fort, c'est de pouvoir bosser debout. Alors, pourquoi justement? Ça t'évite d'être assis toute la journée, jusque là c'est logique, mais c'est parce qu'on va pas se mentir. Même si comme moi tu fais du sport, ça compense pas 8 heures où tu vas être assis. Et pour ta santé, te lever un petit peu, c'est bien mieux. Donc si toi aussi tu as envie de passer à un bureau de ce type qu'on appelle assis debout qui allie qualité et praticité, je te mets le lien en description. Et en plus en ce moment, il y a pas mal d'offres sympas. Ce bureau là que tu vois E7 Pro, il y a 16% de réduction. Et en plus en ce moment, il y a les soldes de printemps avec jusqu'à 56% de réduction sur énormément de produits. Alors merci à FlexiSpot d'avoir rendu mon setup encore plus stylé et ergonomique. Et maintenant, on reprend la vidéo. Au-delà du fait qu'on parle d'un espion, James Bond c'est un tout, pas seulement l'archétype du mâle séducteur, c'est un ensemble de choses qui mêlent cinéma, littérature, mais aussi business. Mais au fur et à mesure des années, on est arrivé à un point où l'évolution des codes, des mœurs, il va forcément se ressentir dans le caractère du personnage. Parce que bien souvent dans le cinéma ou d'une œuvre parlant d'un personnage principal, le but est d'arriver à donner envie au spectateur de ressentir certaines émotions que lui aussi va ressentir, ses conflits, ses enjeux, et c'est ce qui implique de se reconnaître en lui par certains biais. Ou surtout dans ce cas-là parce qu'il peut incarner un idéal, un fantasme même,
Et avec James Bond, on est clairement dans ce schéma-là. Ça va être un personnage qui s'adapte aux tendances culturelles, aux évolutions du cinéma et aux attentes du public. Alors voyons un peu ce que ça a donné dans son évolution. Les années 60, Sean Connery, le Bond originel et dominateur. Lorsque Dr No sort en 1962, le point important, c'est qu'on est dans un contexte politique tendu, où le monde il est en pleine guerre froide. Et bon, ça fait cliché, mais c'est dans ces moments-là où on a pu voir un besoin de trouver des figures masculines, fortes et charismatiques, en particulier au cinéma. Et James Bond, dans l'interprétation de Sean Connery, est exactement ça. Un espion froid, confiant, sûr de lui et toujours maître de la situation. On est dans l'image de l'homme qui est encore fortement influencé par les standards des années 50. Il est vu comme le dominant, le protecteur, celui qui reste maître de tout en toutes circonstances. Il n'a pas besoin de montrer ses émotions parce que sa virilité, elle est associée à sa force, au contrôle et à son assurance absolue. Et dans les films de cette époque, Sean Connery, il incarne parfaitement cette masculinité idéale. Il séduit sans effort, parle peu mais avec autorité et n'hésite pas à prendre ce qu'il veut, y compris les femmes. Et c'est comme ça qu'on va découvrir les fameuses James Bond Girls, avec cette petite notion d'appartenance. On la place comme ça. Le consentement, au final, c'est une notion assez floue dans les premiers James Bond, et je pense que certaines scènes aujourd'hui pourraient sûrement être problématiques. Parce qu'en fait, comme dans chaque film, il faut avoir une double lecture. D'un côté, on se dit qu'elle a le pouvoir, mais au final, elle va totalement laisser Bond prendre le contrôle sur elle. Et en fait, la femme dans ces films, elle est vue comme un objet, c'est-à-dire le prix à gagner. Et comme c'est en adéquation avec la philosophie de ce moment-là, et ben ça marche. Sean Connery va faire de Bond une icône mondiale jusqu'en 1971. Ensuite, on arrive dans les années 70-80 avec Roger Moore, l'ère du James Bond léger et spectaculaire. Après Les Diamants sont éternels, Sean Connery va ranger son Walter PPK et son smoking pour laisser sa place à Roger Moore avec Vivre et laisser mourir en 1973. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il va donner une toute autre tonalité à James Bond. Ici, l'époque a changé, le public il a envie et il a besoin de divertissement avec une ambiance plus légère. Et le cinéma, il commence à s'orienter dans cette direction avec humour et mise en scène spectaculaire. Pour le meilleur et aussi parfois pour le pire. Et donc on retrouve un Bond plus détendu, plus charmeur, souvent plus drôle, avec un second degré assumé. Ces films ils vont aussi être marqués par la surenchère des gadgets et des scènes d'action, avec des moments parfois très absurdes et qui ont très mal vieilli, comme son passage dans l'espace dans Moonraker. Je vous jure, quand je l'ai vu, j'ai cru que c'était une parodie. Mais non, c'est comme ça. On retrouvera aussi par exemple une voiture qui se transforme en sous-marin, mais ça on y reviendra plus tard. Côté séduction, son rapport aux femmes, il commence lentement à évoluer, mais on reste encore beaucoup dans une vision très fantasme masculin, où les James Bond Girls sont majoritairement des objets de désir et de conquête. Mais ça change un peu, parce que le féminisme prend de l'ampleur, les rôles féminins au cinéma, ils évoluent et sont de plus en plus présents, et la saga James Bond, elle doit s'adapter un peu. Il séduit toujours toutes les femmes, mais il le fait avec un peu plus d'humour et de légèreté. Par exemple avec Anya Amasova, interprétée par Barbara Bach, elle est l'un des premiers miroirs féminins de Bond. C'est une espionne du KGB, aussi compétente que lui. Bond la respecte, même si évidemment... il finit par la pécho. Là où on voit un vrai changement, c'est dans Dangereusement Vôtre. Mayday, interprétée par Grace Jones, qui est l'une des Bond Girls les plus atypiques qu'on retrouve dans les films, physiquement imposante, dominatrice, elle inverse presque les rôles en étant plus dangereuse et forte que Bond lui-même. Mais dans les années 80, le cinéma d'action, il commence à prendre une tournure plus brute et plus réaliste. Et Moore, il commence à détonner avec son Bond, qui au final est trop lisse et peut-être un peu trop gentleman, ce qui annonce au final une transition nécessaire. Et c'était donc temps pour lui de raccrocher aussi son costume. Les années 80 et 90, Timothy Dalton et Pierce Brosnan, l'ajustement au blockbuster moderne. Timothy Dalton arrive en 1987 avec Tuer n'est pas joué. Et là on voit une vraie rupture. Son Bond va être beaucoup plus sérieux, plus sombre et plus réaliste. Il colle à une époque où le cinéma cherche à s'éloigner des films trop légers au profit des personnages plus psychologiques. Seul problème mais de taille, son approche, elle va pas du tout plaire au public. Et après seulement 2 films, Dalton va laisser sa place. Et voilà l'époque où moi j'ai connu les James Bond, de loin d'abord, parce que je vais pas te mentir, ma famille n'était pas forcément beaucoup portée sur le cinéma, donc j'ai fait comme j'ai pu. Et donc quand Pierce Brosnan reprend le rôle en 1995 avec
avec GoldenEye, il va ramener une version plus équilibrée du personnage. Il est à la fois charismatique et élégant, comme Sean Connery, mais capable d'être plus moderne et dynamique. On est maintenant dans l'ère des blockbusters hollywoodiens et ces films suivent cette logique avec une action plus explosive, des gadgets ultra futuristes et une mise en scène qui laisse pas vraiment de répit au spectateur. À chaque seconde dans le film, il va se passer quelque chose. Côté séduction, là aussi on a bien évolué. Là où Moore multipliait les blagues, Brosnan joue plus sur son charme naturel et le mystère. Mais les Bond Girls restent néanmoins toujours des trophées à la fin du film. Malgré qu'on ressent qu'elles deviennent quand même plus indépendantes et plus badass. Par exemple dans GoldenEye, on a Xenia Onatopp où c'est une première vraie Bond Girl dominatrice qui inverse totalement le rapport de force avec Bond, même si son style, il est un petit peu clairement sexualisé. On va pas se mentir qu'ils ont été forts là. Dans Le Monde ne suffit pas en 1999, Elektra King c'est la première fan méchante principale de la saga. Et ça c'est une révolution. Elle va manipuler Bond alors que jusque là c'était toujours l'inverse. Et Brosnan va se retrouver face à un vrai dilemme moral quand il va s'agir de la vaincre. Mais malgré ces évolutions, James Bond reste un personnage issu d'une autre époque. Et les années 90 vont commencer à montrer les premières critiques féministes sérieuses contre lui. Et on pourra même retrouver certaines de ses allégations dans certains scripts des films. Because I think you're a sexist, misogynist dinosaur, a relic of the Cold War, whose boyish charms, though wasted on me, obviously appeal to that young woman I sent out to evaluate you. Et ça c'est un petit twist intéressant dans l'écriture parce qu'en l'assumant dans le film, ils permettent au personnage de continuer à exister malgré les critiques. Mais comme on peut toujours retomber dans ses travers, avec Meurt un autre jour en 2002, l'effet Bond à l'ancienne, et ben il commence à s'essouffler et la saga va devoir à nouveau se réinventer car on peut retourner très rapidement dans les clichés. Par exemple avec le personnage de Jinx, Halle Berry, elle est censée être une espionne badass, mais elle est très souvent filmée comme un simple objet sexuel, notamment cette scène hommage à Ursula Andress dans Dr No où elle-même sort de l'eau en bikini. On va aussi retrouver beaucoup de dialogues ultra sexualisés avec des sous-entendus qui peuvent parfois être très lourds et le public au final il est plus du tout réceptif à ce genre d'écriture. Au final Bond s'adapte mais pas assez vite et c'est comme ça qu'on va voir arriver la dernière génération de l'espion dans les années 2000 avec un certain Daniel Craig. Les années 2000, Daniel Craig, le Bond réaliste et brut. En 2006, il faut faire des changements et c'est là qu'arrive Casino Royale qui va être une rupture totale avec ce qui avait été fait auparavant. Daniel Craig va remplacer Pierce Brosnan, d'ailleurs en étant énormément critiqué notamment par son look très différent du James Bond original. Il est blond, plus musclé que les autres et donc plus physique et pour beaucoup son charisme n'était pas à la hauteur du personnage. Pourtant il est justement ici pour incarner un James Bond plus vulnérable, plus humain mais aussi plus brutal. Fini les gadgets exagérés, mais aussi le Bond qui séduit avec une simple phrase bien placée. On voit clairement dans cette série de films l'inspiration de films comme Jason Bourne, avec un 07 beaucoup plus proche du réel. Il se bat avec ses poings, il prend des coups, il saigne, il souffre aussi, et il fait surtout un bon petit passage à la salle de sport pour le rôle. Daniel Craig, c'est là où j'ai découvert vraiment la franchise James Bond. Et il a fait partie des physiques que je me disais, ouais, plutôt cool à avoir. Et d'ailleurs, petite anecdote, si vous avez vu les d'autres vidéos voitures ciné qui sont sorties, moi à cette époque, quand James Bond sort, j'ai 16 ans. Et perso, c'était dans le moment où je cherchais pas mal mon style. Et en l'occurrence, j'avoue, il se pourrait que j'ai cherché son programme de muscu très souvent sur internet. Bref, son parcours il va s'étaler sur 5 films avec une vraie évolution du personnage. Il commence comme un espion froid et détaché et il finit en héros tragique dans Mourir peut attendre. Craig il réussit à moderniser Bond pour une génération qui veut des héros plus profonds, plus cassés, plus authentique. Et bien sûr, le plus grand changement sous l'ère Craig, c'est que Bond, il drague plus, il tombe amoureux. Que ce soit avec Vesper qui n'est pas une simple conquête, c'est la femme qui va vraiment compter dans sa vie avec leur relation qui se construit sur la méfiance et l'intelligence et pas juste sur le fait que il s'appelle James Bond. Et c'est vrai que pour la première fois il va s'attacher réellement à une femme et la mort de Vesper va le hanter pendant toute son ère. Et ça change parce qu'on va pas oublier ce personnage à la fin du générique. Et dans la suite on va aussi retrouver Madeleine Swann dans Spectre et Mourir peut attendre. Elle sera la seule autre femme avec qui Bond
Bond, et c'est réellement de construire quelque chose avec une relation profonde et sincère. Il va faire le choix de l'aimer, ce qui était clairement impensable dans les autres époques de James Bond. Et d'ailleurs, on remarque qu'il a jamais été un héros familial, et ici, on le pousse dans une nouvelle direction, celle de l'engagement et aussi du sacrifice. Les James Bond Girls, elles sont plus des trophées, elles ont leur propre histoire, leurs propres objectifs, et elles peuvent même être plus puissantes que Bond lui-même. Par exemple, dans Quantum of Solace, Camille Montes, elle va pas coucher avec Bond. Ça, c'est une première. Elle a sa propre mission, venger sa famille, et Bond, en fait, c'est qu'un allié temporaire. Autre inversion majeure, Bond devient lui-même un objet de désir. Par exemple, dans Casino Royale, la scène où il sort de l'eau torse nu, c'est un hommage inversé, encore une fois, à la scène culte d'Ursula Andress dans Dr. No. Sauf que, James Bond, c'est lui, l'objet des fantasmes à ce moment-là. Et la caméra insiste très fortement sur son corps et les réactions de Solange, qui montrent clairement qu'il est lui aussi un fantasme, et donc pas seulement les femmes du film. Dans son caractère, on va aussi retrouver un James Bond qui doute, qui échoue et qui souffre, contrairement aux autres agents qui restaient impassibles, intouchables et toujours forts dans n'importe quelle situation. Comme par exemple cette scène où je pense tous les mecs qui l'ont vue ont ce petit frisson quand elle arrive. Mais c'est ce qui fait que ce James Bond est si différent et ancré dans une nouvelle époque, et en l'occurrence l'époque actuelle. Maintenant qu'on a vu un peu les différences de James Bond selon les époques, déjà toi, tu préfères quelle version? Et surtout, est-ce que tu es d'accord avec cette image que j'ai donnée de lui? N'hésite pas à le dire en commentaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un personnage comme lui, c'est pas juste une personnalité. Et c'est là que la magie du cinéma opère et que ça devient encore plus intéressant. Selon les époques, James Bond, c'est certes un caractère, mais aussi un style, des accessoires et surtout des voitures, avec parfois des anecdotes insoupçonnées. Alors pour parfaire le look du parfait agent 007, suivez le guide. Tu le sais, que ce soit dans le cinéma, la littérature, la musique, etc., pour ancrer dans la réalité un personnage, les éléments de la pop culture sont souvent utilisés. Ça nous fait des petits repères un petit peu partout. Pourquoi? Déjà c'est simple, ça peut te donner la possibilité d'y avoir accès et donc de développer le marketing. Pas bête les producteurs, hein. Alors c'est parti pour ce qui compose notre James Bond. L'accessoire numéro 1 de notre agent, la montre. À chaque film son époque et sa montre. Autant pour les gadgets que pour le style, et selon ta génération de James Bond, t'auras peut-être des préférences selon ce qu'il a au poignet. Commençons par la base, la Rolex, qui est l'original des romans de Ian Fleming et des premiers films. Pourquoi ça? Justement, l'auteur portait une Rolex Explorer et c'est la marque qui l'attribue donc à James Bond dans ses romans. Mais dans les films, Bond porte une Rolex Submariner 6538 des Dr. No avec Sean Connery. D'ailleurs, ce modèle de Submariner est devenu une montre culte associée à l'image de Bond, classique, élégant, aventurier. On retrouvera beaucoup de modèles de Rolex dans la saga jusqu'en 1995, avec d'ailleurs des gadgets associés les plus farfelus possibles, comme dans Vivre et laisser mourir en 73, où la Rolex de Roger Moore contient une scie circulaire et un aimant ultra puissant. Des fois les scénaristes et les accessoiristes y sont chauds. On verra quand même une petite pause avec Rolex pendant l'ère de Roger Moore, où il sera porteur d'un modèle de la marque Seiko ultra modifié pour lui permettre de sortir de n'importe quelle situation telle MacGyver. Pourquoi ce changement brutal? Simplement pour se placer dans l'air du temps avec les montres qui passent du quartz au numérique. C'est personnel, mais j'ai quand même l'impression que Moore, il a pas eu les trucs les plus cool de la saga. J'ai l'impression qu'il s'est fait bolosser très souvent. Ensuite, on a Timothy Dalton, qui lui aussi va se retrouver dans une transition avec notamment une Tag Heuer et un retour vers Rolex avant de basculer vers une nouvelle ère, Omega, à partir de GoldenEye en 1995. Et d'ailleurs, Omega devient la marque officielle de la franchise. Pourquoi? Simplement parce que jusqu'à maintenant, Rolex, il payait pas pour être au poignet de l'agent. Mais une nouvelle époque oblige, c'est-à-dire celle des partenariats, avec quelques rencontres et négociations, c'est Omega qui a remporté la guerre du placement de produits avec un petit chèque à la clé. Et ce sera avec son modèle phare, l'Omega Seamaster Professional, porté par Pierce Brosnan et Daniel Craig. Former SAS types with easy smiles and expensive watches. Rolex? Omega. Beautiful. Mais on retrouvera également ces modèles tout au long des différents épisodes. Voilà pour la partie montre. Ensuite, dans le comportement de Bond, il y a un truc qui ressort quand même pas mal, l'alcool. Et donc là aussi, si tu veux être un bon agent, il va falloir changer tes habitudes et passer au Vodka martini. Shaken, not stirred.
Mais pas que. Et oui, on retrouve ce cocktail très souvent dans la franchise, mais également le fameux cocktail Vesper. 3 measures of Gordon's, 1 of vodka, half a measure of Kina Lily, shake it over rice and then add a thin slice of lemon peel. D'ailleurs, si un jour tu le testes, tu me diras ce que t'en penses parce que moi perso, je suis pas fan. Mais le plus fun, c'est que récemment, on a eu ça. Qui était un partenaire de No Time to Die et Skyfall, où on voit arriver cette bière Heineken dans la saga. Je pense qu'il n'y a pas besoin de te le dire que le choix il a été vivement critiqué, car Bond il est censé être beaucoup plus raffiné qu'une simple bière. Et encore plus quand sa bière c'est du 0%, parce qu'il travaille. Genre dans les autres épisodes, c'était un problème. Mais avant de passer à la partie peut-être que t'attends le plus, il faut penser à la partie communication de notre cher Bond. Et comment ne pas citer le partenaire majeur qu'on voit sur ce secteur, Sony, qui a clairement envahi l'ère de Daniel Craig depuis Casino Royale. Tu vas me dire, mais pourquoi ils sont arrivés là? Et ben c'est simple, Sony Pictures, ils distribuent la saga Bond à partir de Casino Royale. Et donc les films, ils sont devenus une gigantesque pub pour Sony, plus ou moins gratuitement, hein, ça fait partie du deal. Donc pourquoi se priver? Et donc James Bond, il va être au top dans Casino Royale avec un Sony Ericsson K800i. Dans Quantum of Solace, il a un Sony Ericsson C902 pour envoyer des photos à M. Et dans Skyfall, il va passer à un Sony Xperia T. On passera sur le fait que tous les ordis de la franchise sont des Sony Vaio et qu'aucun autre placement n'est autorisé sur ces points. Par contre, petit problème, à partir de 2021, Sony, ils vont perdre les droits de distribution des films Bond. Et donc les placements Sony disparaissent comme par magie. Faut se rendre compte que 007, c'est vraiment un mythe avec tellement de références, et c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo. Parce qu'au final, on se rend pas compte à quel point il traverse les époques, mais encore plus qu'avec des montres et des téléphones, il y a un truc qu'on retient quand on pense à James Bond. Et je sais que tu l'attends, les voitures. Et derrière leur histoire, je t'assure qu'il y a plein de surprises qui t'attendent. Ian Fleming et James Bond sont anglais. Et je pense que c'est pas difficile à imaginer que James Bond, il devrait pas rouler dans une Cadillac. Pour ceux qui n'ont pas la ref, Cadillac c'est américain. Et donc quand on parle de James Bond, on parle de luxe. Donc pour la voiture, ça doit être pareil. Mais dans les années 50-60, pour les voitures de cette catégorie, c'est pas compliqué de trouver les noms. Bentley, Aston Martin, Jaguar, Rolls-Royce. Sauf que bon, un espion dans une Rolls, c'est pas spécialement pratique. Mais comme Fleming, il voulait absolument que son James Bond soit un gentleman, c'est souvent dans une Bentley qu'il va se retrouver dans les romans, notamment ces modèles, la Bentley Mark VI, la Bentley Mark II Continental. Mais ensuite, comme tu l'as vu, James Bond, il passe sur le grand écran. Et pour rester fidèle au personnage, il fallait une marque qui soit un fleuron de l'automobile britannique, mais qui représente également la performance. Et optionnellement, qui soit aussi accessible financièrement pour la production. Et c'est vrai qu'en premier lieu, c'est Aston Martin qui était choisi, notamment avec la DB3, mais problème relou numéro 1, la production était arrêtée et il fallait donc passer à la DB5, qui nous amène au problème relou numéro 2, la voiture coûtait 4175 livres. Pour te donner une idée, aujourd'hui ça ferait 112 000 livres et donc à peu près 130 000 euros, ce qui était beaucoup trop cher pour le cinéma à cette époque. Et donc conscient de ces contraintes, la production sont tournées vers la marque Jaguar, avec notamment la Type E, qui était considérée comme l'une des plus belles voitures du monde et qui collait clairement très bien avec l'image de l'espion avec la classe britannique. Elle avait également un doux avantage qui était de coûter la moitié du prix d'une Aston Martin. Et ça c'est pratique. Mais pourtant, le destin, il en a décidé autrement. Le producteur Albert Broccoli, j'ai tellement de blagues sur son nom, mais je préfère te laisser faire la tienne en commentaire. Bref, ce monsieur prend rendez-vous avec Sir William Lyons, fondateur de la marque Jaguar, pour essayer de faire un deal avec lui pour intégrer les voitures dans les films. Ce à quoi ce cher monsieur va simplement lui répondre: non. Jaguar n'ont pas besoin de pub et en plus ils arrivaient déjà pas à avoir un bon rythme de production, donc fournir des voitures pour un film, c'est mort. Donc au final, n'ayant pas trop le choix, Broccoli va quand même finalement décider de se rendre chez Aston Martin. Mais là, quand les étoiles ont décidé d'être alignées pour toi, à la surprise générale, le patron voit dans James Bond l'occasion rêvée pour la marque d'incarner pour longtemps le charme et le luxe britannique. Et plutôt que de partir dans des comptes et de négociations, etc., Aston Martin va simplement fournir à la production E.ON 2 DB5 sous forme de prêt. La seule condition, c'était que les deux voitures devront être restituées après le tournage. Est-ce qu'on peut dire que c'était quand même une très bonne affaire au final? James Bond va avoir son Aston sans dépenser un centime. Maintenant pour l'anecdote, parce que je sais que t'es friand de ça, Jaguar, ils finiront par changer d'avis. Et la prod n'étant pas rancunière, enfin
pas trop, tu vas voir, acceptera de les placer, notamment la XKR dans Meurt un autre jour, mais aussi dans Skyfall et Spectre. Par contre, pas pour James Bond. Non, pour les méchants. Et ouais, t'avais qu'à dire oui. Hein. Avant de continuer, il faut quand même que je te place cette petite info que j'arrive pas à la garder là depuis que j'ai écrit le script. Est-ce que t'imagines que James Bond aurait pu rouler en voiture française et notamment en Renault Mégane? Et ben pourtant oui, parce que dans le roman Ne rêve jamais de mourir, il fait un passage en France et il prend en possession d'une Renault. Voilà. Je n'ai pas d'image parce que c'est dans un livre, mais je préfère te laisser avec ça. Revenons un peu plus sérieux parce que normalement tu vas me dire oui, mais il n'y a pas eu que ça comme voiture principale. Alors oui, je dis principale parce que sinon on va pouvoir parler de Ford, etc. Ça va être très très long, mais c'était juste des placements de produits à côté. C'était pas les voitures officielles de l'agent, d'accord? Mais si on parle juste des véhicules dédiés à James Bond, on peut parler notamment de Lotus qui sera présente dans les années 70, là où la franchise cherchait à moderniser l'image de l'agent 007. Et donc après les débuts mitigés de Roger Moore qui a vraiment encore une fois pas eu les trucs les plus sympas, les producteurs souhaitaient relancer la série avec des éléments novateurs et malheureusement tu sais maintenant que c'est le meilleur moyen qu'un film vieillisse très mal. Mais c'est pourtant dans ce contexte que la Lotus Esprit a été choisie pour apparaître dans L'espion qui m'aimait en 1977 et ça parce qu'elle a été présentée en 1975 en répondant à plusieurs critères recherchés par la production. En tant que voiture anglaise, il n'y avait pas de problème avec l'héritage de James Bond. Elle a également un design moderne et séduisant à l'époque. Avec son design, elle correspondait là aussi à l'image sophistiquée de l'espion et elle était aussi adaptée aux gadgets de l'agent. Sa conception, elle se prêtait idéalement pour les intégrer un petit peu partout et notamment cette fameuse transformation en sous-marin imaginée par le designer Ken Adam pour surprendre le public. Ouais, surprendre, ouais. D'ailleurs, je me pose cette question là. Les roues, elles se retournent, mais l'eau qu'il y avait là avant, elle est où du coup? Le mystère reste entier. Mais aussi le fondateur de Lotus, Colin Chapman, il voyait dans cette collaboration une opportunité exceptionnelle de promotion pour sa marque. Alors que le fameux producteur Albert Broccoli, pour sa part, lui, il espérait vraiment rajeunir l'image de James Bond. Et donc le but de cette intégration était de renforcer le lien entre James Bond et les voitures de sport britanniques emblématiques. Bon, maintenant après, chacun se fera son avis là-dessus. Mais forcément, je pense que la marque qui te vient en tête et qui détonne le plus, c'est sûrement la fameuse apparition de BMW. Et là, c'est vrai que c'est un problème. Pourquoi on voit James Bond partir d'un coup dans des voitures qui n'ont rien à voir avec le prestige anglais? En 1995, il y a GoldenEye, dans lequel on voit l'agent secret de Sa Majesté au volant d'un prototype de la future Z3. On voit également une apparition de la BMW 750 IL dans Demain ne meurt jamais 2 ans plus tard. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Pour décrocher le Graal et balancer James Bond dans une BMW et dégager Aston Martin, le constructeur allemand, il va s'appuyer sur une certaine Karen Sortito, américaine et spécialiste du marketing. Bah oui, n'oubliez pas que c'est du cinéma. Pour te donner un petit peu son CV, elle est connue pour ses placements de produits dans le film E.T. Rien que ça. Et donc Karen va travailler pendant des mois sur un placement de produit de nouvelle génération, une offre globale que ni BMW et ni les producteurs du film ne pourront refuser. La publicitaire, elle va négocier avec BMW un contrat de 75 millions de dollars pour que 007 conduise des BMW dans les 3 prochains films de la franchise. Mais en plus de ce contrat, une campagne promotionnelle de 100 millions de dollars va être négociée, impliquant d'autres marques comme Visa, L'Oréal, Ericsson, Heineken, Avis et Omega. Et donc pour BMW, l'occasion elle est trop belle, d'autant que la Z3 elle n'a pas encore été dévoilée au public et elle va faire sa première apparition aux mains de James Bond. Est-ce qu'on peut imaginer meilleur coup de pub? Et donc après ce premier succès, James Bond il va revenir en 1997 dans Demain ne meurt jamais avec cette fameuse BMW 750 IL truffée de gadgets qui a été mise à disposition. Et là dans la voiture on parle d'un coffre-fort protégé par empreinte digitale, d'un système pulvérisant du gaz lacrymo ou des ondes électriques, d'un lance-roquette monté sur le toit, des pneus increvables avec un gonflage automatique, bref, la totale. En même temps, un bazooka sur le toit. Est-ce que ça ferait pas envie à beaucoup d'entre vous quand on est sur la route? Parfois. Bref, je m'égare. Pour le tournage, c'est pas moins de 17 véhicules qui vont être utilisés. 4 d'entre eux vont être pilotés par un pilote caché sous la banquette arrière. Bah oui, parce que James Bond, il est censé contrôler sa BM grâce à son téléphone portable, Ericsson. Tu te rappelles? Un des sponsors du film. Et donc voilà, au final, le mythe, parfois, peut avoir des petits changements si un gros chèque est à la clé. Mais maintenant, la vraie question qu'on se pose là-dedans, c'est que même si tu as les ingrédients de ce qui fait le parfait 007, est-ce que
nous, spectateurs, on a encore envie de réunir ces critères aujourd'hui. Si on regarde le cinéma avec des personnages charismatiques dans la même veine, on va forcément parler de Mission Impossible et de Ethan Hunt qui repoussent les limites à chaque nouvel opus, avec des cascades et des situations toujours plus impressionnantes. On a également eu toute la saga Jason Bourne, qui est une autre vision du cinéma d'action, pas de gadgets, pas de glamour, que du combat et de la survie. Et dont d'ailleurs le James Bond de Daniel Craig s'inspire énormément. On a aussi la saga Kingsman, Service Secret, qui est en quelque sorte un hommage au James Bond classique des années 60-70, avec des gadgets et un ton exagéré, un humour irrévérencieux, des scènes d'action stylées et surtout une bonne dose de violence sans tabou. On peut parler aussi de John Wick avec ses combats millimétrés, ses gunfights chorégraphiés et son esthétique qui est propre à cette franchise également. Et en gros, si Bond était 100% action et vengeance, bah ça serait John Wick en fait. Et c'est ce qui selon moi explique que James Bond a constamment besoin de se renouveler pour pas soit sombrer dans le kitsch comme on a pu le voir avec Roger Moore, encore une fois ça reste mon avis, t'as le droit de kiffer, y a pas de problème, mais aussi toujours réussir à nous faire ressentir ses émotions en étant pas trop éloigné de ce dont on a l'habitude. Maintenant, qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce que justement cet agent secret il a réussi à évoluer dans le temps? Et surtout, petite question ouverte, qui selon toi pourrait assurer sa relève? Est-ce que le physique de l'agent 07 est ultra important pour toi et que tu veux le revoir comme dans les romans, ou alors tu kifferais peut-être voir les rumeurs d'un James Bond comme Idris Elba, Aaron Taylor Johnson ou même Henry Cavill qui font partie des rumeurs? Et ben écoute, dis-le en commentaire et ça pourra donner un petit débat rigolo pour voir qui pourrait être le prochain James Bond et le mieux à mettre le smoking. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo sur l'univers de James Bond et tout ce que ça comporte vous a plu. Moi en tout cas j'adore parce que ça me permet de vous donner plein d'anecdotes selon les passions que j'ai dans ma vie, c'est-à-dire les voitures, le cinéma et toute la création. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Si vous avez envie de voir les autres vidéos de ce thème, il y a la vidéo de Taxi et la vidéo de Fast and Furious que je vous mets ici. Si vous voulez parler aussi un petit peu en live, en ce moment il y a Twitch, donc il y a les liens en description. Et puis moi je retourne bosser parce que j'ai des autres vidéos à vous faire. Allez, ciao ciao les gars.